Les voyages de Gulliver, écrit par Jonathan Swift. Livre 1, chapitre 4. Description de Mildendo, capitale de Lilliput et du palais de l'empereur. Conversation entre l'auteur et un secrétaire d'État touchant les affaires de l'Empire. Offre que l'auteur fait de servir l'empereur dans ses guerres. La première requête que je présentai, après avoir obtenu ma liberté, fut pour avoir la permission de voir Mildendo, capitale de l'Empire, ce que l'empereur m'accorda, mais en me recommandant de ne faire aucun mal aux habitants ni aucun tort à leur maison. Le peuple en fut averti par une proclamation qui annonçait le dessein que j'avais de visiter la ville. La muraille qui l'environnait était haute de 2 pieds et demi et épaisse au moins de 11 pouces, en sorte qu'un carrosse pouvait aller dessus et faire le tour de la ville en sûreté. Elle était flanquée de fortes tours à 10 pieds de distance l'une de l'autre. Je passai par-dessus la porte occidentale et je marchai très lentement et de côté par les 2 principales rues, n'ayant qu'un pourpoint, de peur d'endommager les toits et les gouttières des maisons par les pans de mon juste-au-corps. J'allais avec une extrême circonspection pour me garder de fouler aux pieds quelques gens qui étaient restés dans les rues, nonobstant les ordres précis signifiés à tout le monde de se tenir chez soi, sans sortir aucunement durant ma marche. Les balcons, les fenêtres des premiers, deuxième, troisième et quatrième étages, celles des greniers ou galetas, et les gouttières même étaient remplies d'une si grande foule de spectateurs que je jugeai que la ville devait être considérablement peuplée. Cette ville forme un carré exact, chaque côté de la muraille ayant 500 pieds de long. Les 2 grandes rues qui se croisent et la partagent en 4 quartiers égaux ont 5 pieds de large. Les petites rues dans lesquelles je ne pus entrer ont de largeur depuis 12 jusqu'à 18 pouces. La ville est capable de contenir 500 000 âmes. Les maisons sont de 3 ou 4 étages. Les boutiques et les marchés sont bien fournis. Il y avait autrefois bon opéra et bonne comédie, mais faute d'auteurs excités par les libéralités du prince, il n'y a plus rien qui vaille. Le palais de l'empereur, situé dans le centre de la ville, où les 2 grandes rues se rencontrent, est entouré d'une muraille haute de 23 pouces et à 20 pieds de distance des bâtiments. Sa Majesté m'avait permis d'enjamber par-dessus cette muraille pour voir son palais de tous les côtés. La cour extérieure est un carré de 40 pieds et comprend 2 autres cours. C'est dans la plus intérieure que sont les appartements de Sa Majesté que j'avais un grand désir de voir, ce qui était pourtant bien difficile, car les plus grandes portes n'étaient que de 18 pouces de haut et de 7 pouces de large. De plus, les bâtiments de la cour extérieure étaient au moins hauts de 5 pieds, et il m'était impossible d'enjamber par-dessus sans courir le risque de briser les ardoises des toits. Car pour les murailles, elles étaient solidement bâties de pierres de taille épaisse de 4 pouces. L'empereur avait néanmoins grande envie que je visse la magnificence de son palais, mais je ne fus en état de le faire qu'au bout de 3 jours, lorsque j'eus coupé avec mon couteau quelques arbres des plus grands du parc impérial, éloignés de la ville d'environ 50 toises. De ces arbres, je fis 2 tabourets, chacun de 3 pieds de haut et assez forts pour soutenir le poids de mon corps. Le peuple ayant donc été averti pour la seconde fois, je passai encore au travers de la ville et m'avançai vers le palais, tenant mes 2 tabourets à la main. Quand je fus arrivé à un côté de la cour extérieure,
Je montai sur un de mes tabourets et pris l'autre à ma main. Je fis passer celui-ci par-dessus le toit et le descendis doucement à terre, dans l'espace qui était entre la première et la seconde cour, lequel avait 8 pieds de large. Je passai ensuite très commodément par-dessus les bâtiments par le moyen des 2 tabourets, et quand je fus en dedans, je tirai avec un crochet le tabouret qui était resté en dehors. Par cette invention, j'entrai jusque dans la cour la plus intérieure où, me couchant sur le côté, j'appliquai mon visage à toutes les fenêtres du premier étage, qu'on avait exprès laissées ouvertes, et je vis les appartements les plus magnifiques qu'on puisse imaginer. Je vis l'impératrice et les jeunes princesses dans leurs chambres, environnées de leur suite. Sa Majesté impériale voulut bien m'honorer d'un sourire très gracieux et me donna, par la fenêtre, sa main à baiser. Je ne ferai point ici le détail des curiosités renfermées dans ce palais. Je les réserve pour un plus grand ouvrage et qui est presque prêt à être mis sous presse, contenant une description générale de cet empire depuis sa première fondation, l'histoire de ses empereurs pendant une longue suite de siècles, des observations sur leurs guerres, leur politique, leurs lois, les lettres et la religion du pays, les plantes et animaux qui s'y trouvent, les mœurs et les coutumes des habitants, avec plusieurs autres matières prodigieusement curieuses et excessivement utiles. Mon but n'est à présent que de raconter ce qui m'arriva pendant un séjour de 9 mois dans ce merveilleux empire. 15 jours après que j'eus obtenu ma liberté, Ereldresal, secrétaire d'État pour le département des affaires particulières, se rendit chez moi, suivi d'un seul domestique. Il ordonna que son carrosse l'attendît, à quelque distance, et me pria de lui donner un entretien d'1 heure. Je lui offris de me coucher, afin qu'il pût être de niveau à mon oreille. Mais il aima mieux que je le tinsse dans ma main pendant la conversation. Il commença par me faire des compliments sur ma liberté et me dit qu'il pouvait se flatter d'y avoir un peu contribué. Puis il ajouta que, sans l'intérêt que la cour y avait, je ne l'eusse pas sitôt obtenu. Car, dit-il, quelque florissant que notre État paraisse aux étrangers, nous avons 2 grands fléaux à combattre. Une faction puissante au-dedans, et au dehors l'invasion dont nous sommes menacés par un ennemi formidable. À l'égard du premier, il faut que vous sachiez que depuis plus de 70 lunes, il y a eu 2 partis opposés dans cet empire, sous les noms de Tramek-san et Slamek-san, termes empruntés des hauts et bas talons de leurs souliers, par lesquels ils se distinguent. On prétend, il est vrai, que les hauts talons sont les plus conformes à notre ancienne constitution. Mais quoi qu'il en soit, Sa Majesté a résolu de ne se servir que des bas talons dans l'administration du gouvernement et dans toutes les charges qui sont à la disposition de la couronne. Vous pouvez même remarquer que les talons de Sa Majesté impériale sont plus bas au moins d'1 drure que ceux d'aucun de sa cour. Le drure est environ la 14e partie d'1 pouce. La haine des 2 parties, continua-t-il, est à un tel degré qu'ils ne mangent ni ne boivent ensemble et qu'ils ne se parlent point. Nous comptons que les Tramek-san ou hauts talons nous surpassent en nombre, mais l'autorité est entre nos mains. Hélas, nous appréhendons que son Altesse impériale, l'héritier présomptif de la couronne, n'ait quelque penchant aux hauts talons. Au moins nous pouvons facilement voir qu'un de ces talons est plus haut que l'autre, ce qui le fait un peu clocher dans sa démarche.
Or, au milieu de ces dissensions intestines, nous sommes menacés d'une invasion de la part de l'île de Blefuscu, qui est l'autre grand empire de l'univers, presque aussi grand et aussi puissant que celui-ci. Car pour ce qui est de ce que nous avons entendu dire, qu'il y a d'autres empires, royaumes, États dans le monde, habités par des créatures humaines aussi grosses et aussi grandes que vous, nos philosophes en doutent beaucoup et aiment mieux conjecturer que vous êtes tombé de la Lune ou d'une des étoiles, parce qu'il est certain qu'une centaine de mortels de votre grosseur consommeraient dans peu de temps tous les fruits et tous les bestiaux des États de Sa Majesté. D'ailleurs, nos historiens, depuis 6000 lunes, ne font mention d'aucune autre région que des deux grands empires de Lilliput et de Blefuscu. Ces deux formidables puissances ont, comme j'allais vous dire, été engagées pendant 36 lunes dans une guerre très opiniâtre, dont voici le sujet. Tout le monde convient que la manière primitive de casser les œufs avant que nous les mangions est de les casser au gros bout. Mais l'aïeul de Sa Majesté régnante, pendant qu'il était enfant, sur le point de manger un œuf, eut le malheur de se couper un des doigts. Sur quoi l'empereur, son père, donna un arrêt pour ordonner à tous ses sujets, sous de graves peines, de casser leurs œufs par le petit bout. Le peuple fut si irrité de cette loi que nos historiens racontent qu'il y eut à cette occasion 6 révoltes, dans lesquelles un empereur perdit la vie et un autre la couronne. Ces dissensions intestines furent toujours fomentées par les souverains de Blefuscu, et quand les soulèvements furent réprimés, les coupables se réfugièrent dans cet empire. On suppute que 11 000 hommes ont à différentes époques aimé mieux souffrir la mort que de se soumettre à la loi de casser leurs œufs par le petit bout. Plusieurs centaines de gros volumes ont été écrits et publiés sur cette matière, mais les livres des gros boutiens ont été défendus depuis longtemps, et tout leur parti a été déclaré par les lois incapables de posséder des charges. Pendant la suite continuelle de ces troubles, les empereurs de Blefuscu ont souvent fait des remontrances par leurs ambassadeurs, nous accusant de faire un crime en violant un précepte fondamental de notre grand prophète Lustrog. Dans le 54e chapitre du Blundekral, ce qui est leur Coran. Cependant, cela a été jugé n'être qu'une interprétation du sens du texte, dont voici les mots. Que tous les fidèles casseront leurs œufs au bout le plus commode. On doit, à mon avis, laisser décider à la conscience de chacun quel est le bout le plus commode, ou au moins c'est à l'autorité du souverain magistrat d'en décider. Or, les gros boussiens exiliés ont trouvé tant de crédit dans la cour de l'empereur de Blefuscu et tant de secours et d'appui dans notre pays même qu'une guerre très sanglante a régné entre les deux empires pendant 36 lunes à ce sujet, avec différents succès. Dans cette guerre, nous avons perdu 40 vaisseaux de ligne et un bien plus grand nombre de petits vaisseaux, avec 30 000 de nos meilleurs matelots et soldats. L'on compte que la perte de l'ennemi n'est pas moins considérable. Quoi qu'il en soit, on arme à présent une flotte très redoutable et on se prépare à faire une descente sur nos côtes. Or, Sa Majesté impériale, mettant sa confiance en notre valeur et ayant une haute idée de vos forces, m'a commandé de vous faire ce détail au sujet de ses affaires afin de savoir quelles sont vos dispositions à son égard. Je répondis au secrétaire que je le priais d'assurer l'empereur de mes très humbles respects et de lui faire savoir que j'étais prêt à sacrifier ma vie pour défendre sa personne sacrée et son empire contre toutes les entreprises et invasions de ses ennemis.
Il me quitta fort satisfait de ma réponse. Fin du chapitre 4.